Quand ma femme est décédée, j'ai caché les 20 millions d'euros et la villa en bord de mer qu'elle avait héritée de son père. Ce même jour, ma fille a jeté mes affaires dans le jardin et m'a dit « Maintenant, tu dors dans la niche, sans abri. » J'ai juste souri et je suis parti. Parce que je savais déjà ce qui allait se passer demain. 67 appels manqués. Ma fille m'a mis à la porte le lendemain des funérailles de ma femme, en me disant moqueusement que je dormirais dans la niche. J'ai souri, cachant un secret. 20 millions d'euros et une villa que ma femme avait cachée. Pendant qu'elle prévoit de voler ma maison, je prévois sa destruction. Nous continuons. Veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. La maison semblait étrange, pas vide. Elle était pleine de gens offrant des condoléances que j'entendais à peine. Étrange parce que ma fille n'avait pas pleuré une seule fois. Étrange parce que son mari n'arrêtait pas de mesurer mes murs des yeux. Je me tenais près de la cheminée, acceptant les poignées de main et les condoléances murmurées avec des hochements de tête mécaniques. 40 ans en tant que procureur m'avaient appris à lire les gens, à déceler les petits détails qui révélaient leurs véritables intentions. À ce moment précis, ces instincts hurlaient en moi alors que je faisais semblant de ne pas remarquer. Hortense se déplaçait dans le salon comme si elle inspectait une propriété, pas en deuil, pas en se souvenant de sa mère, juste en évaluant. Elle n'avait pas touché la photo encadrée sur la cheminée. Ma femme souriant dans notre jardin il y a 3 étés. Elle ne l'avait même pas regardée. Votre femme était une femme merveilleuse, Lester. Madame Patterson d'un accent grave côté me serra la main. Je la remerciai, la regardai prendre son manteau et partir. Michael, mon gendre, est passé sans rien porter, sans aider personne. Ses doigts traînaient sur le canapé en cuir, s'arrêtaient sur la table à manger antique que ma femme avait héritée de sa grand-mère. Il a ouvert la porte d'un placard, a regardé à l'intérieur, l'a refermée, en a ouvert une autre. Je me suis tourné vers la cuisine, portant des assiettes vides qui n'avaient pas besoin d'être portées. Leurs voix m'ont atteint avant que je ne les voie. Dans le couloir, juste après la porte de la cuisine. Finalement, le murmure de Michael portait cette pointe de satisfaction que j'avais entendue chez les criminels qui pensaient s'en être tirés. La maison est à nous maintenant. Nous pouvons rénover tout l'endroit. J'ai gardé mes mains stables sur le comptoir. Il n'a jamais rien eu d'autre de toute façon. La voix d'Hortense, la voix de ma fille. Juste ces murs. Maman a tout payé. J'ai rincé une assiette qui était déjà propre. L'eau coulait froide sur mes doigts. Ils se sont éloignés, retournant vers les invités restants. Je suis resté dans la cuisine, fixant le vide, analysant ce que j'avais entendu comme des preuves dans une affaire. Leurs mots, leur ton, l'absence totale de chagrin. La maison s'est vidée lentement. Les voisins sont partis. D'anciens collègues du bureau du procureur ont offert un soutien discret et sont partis. À 19h, seuls Hortense et Michael restaient. Elle m'a trouvé près de la fenêtre donnant sur le jardin. La niche que j'avais construite il y a 15 ans se tenait dans le coin, usée par le temps mais solide. À l'époque où Hortense m'appelait encore « Papa » et m'aidait à la peindre en bleu. « Papa ». Elle croisa les bras. Pas de larmes, pas de chaleur. Nous devons parler demain matin de l'avenir, des arrangements. Je me suis détourné de la fenêtre. Arrangement ? Arrangement de vie ? Cette maison ? Tout. Michael s'est placé à côté d'elle, sa posture agressive. Elle veut dire que nous devons déterminer ce qui se passe ensuite avec la propriété, avec tout ce qui est ici. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, j'ai cherché un signe de la petite fille qui s'endormait sur mon épaule, je n'ai trouvé que du calcul froid. Je vois. J'ai gardé ma voix calme, mesurée. Demain, alors. Ils sont partis 10 minutes plus tard. J'ai écouté la voiture de Michael s'éloigner, puis j'ai traversé la maison, vérifiant les serrures que j'avais vérifiées 1000 fois. Tout semblait différent maintenant. Les meubles que ma femme avait choisis, les murs que nous avions peints ensemble, la vie que nous avions construite. Dans le couloir, je me suis arrêté là où il s'était tenu, là où ma fille avait dit que je n'avais jamais rien eu. 20 ans en tant que procureur m'ont appris à reconnaître les prédateurs. Je n'avais juste jamais pensé voir ce regard dans les yeux de ma propre fille. Ma chambre me semblait trop grande, trop vide. Je me suis assis sur le bord du lit, portant toujours mon costume de funérailles, et j'ai fixé la table de chevet. L'enveloppe attendait à l'intérieur, exactement là où je l'avais gardée depuis 3 ans.
La voix de ma femme résonnait dans ma mémoire. Nous étions assis au même endroit, la lumière de fin d'après-midi entrant par la fenêtre. Elle avait tenu l'enveloppe comme si elle contenait quelque chose de précieux et de dangereux. Lester, si quelque chose m'arrive, n'ouvre pas ça avant les funérailles. Elle m'avait serré la main. Jusqu'à ce que tu vois comment les choses sont vraiment. Alors tu comprendras pourquoi j'ai gardé ce secret. Quel secret? Une protection. Elle avait pressé l'enveloppe dans mes mains. Pour toi. J'avais promis. Je n'avais pas compris, mais j'avais promis. Maintenant, j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet. L'enveloppe était là, mon nom écrit de son écriture soignée. Pour Lester, le moment venu. Je l'ai retournée dans mes mains, épaisse, lourde, quelque chose de substantiel à l'intérieur. La voix de ma fille rejouait dans ma tête. Juste ces murs. Le murmure de Michael. La maison est à nous maintenant. Je devrais l'ouvrir. Voir ce que ma femme voulait que je sache. Au lieu de ça, je l'ai remise dans le coffre-fort derrière le panneau du placard. Demain, j'affronterai ce qu'Hortense prévoyait, les prétentions qu'elle pensait pouvoir faire valoir. Laisse-la abattre ses cartes en premier. Laisse-la croire qu'elle avait déjà gagné. Ensuite, je déciderai quoi faire. Je me suis allongé sur le lit, toujours entièrement habillé, et j'ai fixé le plafond. Le sommeil ne viendrait pas. Mon esprit rejouait la journée, les funérailles, la réception, la conversation entendue. Le regard dans les yeux de ma fille quand elle parlait des arrangements. Dehors, une voiture est passée dans la rue. La maison s'est installée autour de moi. Craquements et murmures familiers. Les mêmes sons que j'entendais depuis des décennies. Des sons qui signifiaient autrefois « foyer ». Maintenant, ils signifiaient autre chose. Je tenais l'enveloppe dans l'obscurité. L'écriture de ma femme à peine visible. 3 ans qu'elle gardait ce secret. 3 ans qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. Demain, j'affronterai les plans de ma fille. Ce soir, je la laisserai croire qu'elle avait déjà gagné. Je me suis réveillé au son de tiroirs qui s'ouvraient dans des pièces qui n'étaient plus les miennes. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis, je me suis souvenu. Ma propre chambre, le lendemain des funérailles de ma femme, et ma fille était en train de me la prendre. 7 heures du matin. Une lumière grise filtrait à travers les rideaux. J'avais dormi peut-être 2 heures, portant toujours les vêtements de la veille, et maintenant quelqu'un se déplaçait dans ma maison. Je me suis assis, j'ai écouté. Des pas dans le couloir. Quelque chose de lourd traînait sur le sol du salon. Des voix, Hortense et Michael, parlant normalement, ne chuchotant plus. Je me suis levé, j'ai traversé jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. 3 boîtes en carton étaient dans le couloir. Mes plaques de retraite, mes lunettes de lecture, une photo encadrée de ma femme et moi lors de notre anniversaire, tout était emballé, prêt à partir. Hortense est apparue en haut des escaliers, portant une autre boîte. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. N'a pas bronché, ne s'est pas excusée, a simplement posé la boîte. Bonjour, papa. Je t'aide à faire tes cartons. Les mots sont sortis de manière factuelle, comme si elle me rendait service. Faire mes cartons pourquoi? Michael est sorti de la chambre d'amis avec une brassée de mes livres. On s'est dit qu'on allait faciliter les choses pour tout le monde. Rassembler tes affaires pour qu'on puisse commencer la transition. Transition vers quoi? J'ai gardé ma voix égale. Je ne l'ai pas élevée. Les procureurs ne crient pas. Hortense s'est approchée. Papa, cette maison appartenait à maman. Son nom était sur tout. L'acte de propriété, l'hypothèque, tout. Tu le sais. Je le savais. Ma femme avait hérité de l'argent de son père il y a des décennies. L'avait utilisé pour acheter cette maison sans emprunt. J'étais en train de construire ma carrière, je ne gagnais pas beaucoup. Elle avait insisté pour que son nom soit sur les papiers, disant que c'était logique légalement. Je n'avais jamais remis ça en question. Nous avons déjà contacté un agent immobilier, a ajouté Michael. Le marché est bon en ce moment. On devrait en tirer un excellent prix. Vous vendez ma maison? La maison de maman, m'a corrigé Hortense doucement. Et oui, nous avons besoin de l'argent. Les factures médicales de son traitement, les frais funéraires, tout. Tu comprends? Je comprenais beaucoup de choses.
Juste pas ce qu'elle pensait que je comprenais. Où suis-je censé aller, exactement? Michael a haussé les épaules. Il y a cette niche dans le jardin. Assez solide. Il a souri en le disant. Il a vraiment souri. Hortense lui a lancé un regard mais ne l'a pas contredit. Au lieu de ça, elle a désigné les boîtes. On a trouvé un endroit qui pourrait convenir. Un motel longue durée près de l'aéroport, au mois. On peut t'aider avec le premier mois de loyer. Quelle générosité. Ne sois pas difficile. Elle a pris une des boîtes. Maman t'a soutenu pendant des années. Tu n'as jamais vraiment contribué. Elle m'a parlé de ton salaire, de la façon dont elle payait tout pendant que tu jouais au procureur. C'est juste la réalité qui te rattrape. Je suis passé devant elle, je suis descendu les escaliers, j'ai trouvé d'autres boîtes dans le salon, mes affaires triées et emballées par les mains de ma fille. Ma vie réduite à des contenants. Je dois prendre ma voiture, dis-je. On va t'aider à charger. Michael bougeait déjà, soulevant des boîtes, les transportant vers la porte. Je suis allé à ma voiture, garée dans l'allée où je l'avais laissée la veille. J'ai ouvert le coffre. Je suis revenu pour la première boîte. Hortense m'a rejoint à la porte. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. Qu'une fissure apparaîtrait dans cette façade froide. Qu'elle se souviendrait que j'étais son père. Hortense. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. Je suis ton père. Ta mère vient de mourir hier. Ne fais pas ça. Elle a levé une main. Tu n'as jamais rien apporté à cette famille. Rien. Maman a tout porté. La maison, les factures, notre vie. Tu étais juste là. Ça a toujours été à elle, jamais à toi. J'ai porté la boîte jusqu'à ma voiture, je l'ai chargée, je suis retourné en chercher une autre. 3 voyages. C'est à ça que se résumait ma vie dans cette maison. 3 boîtes et 30 minutes. Michael se tenait à la porte alors que je chargeais la dernière. C'est tout? Pas de combat? Je me suis arrêté sur le seuil où ils se tenaient tous les deux. J'ai regardé ma fille une dernière fois. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Tu as fait ton choix. Je suis allé à ma voiture, je suis monté et j'ai quitté McCormack Ranch. Je n'ai pas regardé en arrière. Si j'avais regardé en arrière, j'aurais pu perdre le contrôle que j'avais passé 40 ans à développer. Le Desert Palm Motel était situé à la périphérie de Scottsdale. Le genre d'endroit où les gens séjournent quand ils n'ont nulle part où aller. Tarif mensuel annoncé sur une enseigne délavée. Parking à moitié vide même le matin. Le réceptionniste m'a à peine jeté un coup d'œil quand je me suis enregistré. J'ai payé en espèces pour une semaine, pris la clé de la chambre 114 et y ai porté mes 3 boîtes. La chambre sentait le vieux tapis et le nettoyant industriel. Un lit simple, une petite table, une télévision boulonnée au mur, une fenêtre donnant sur le parking. J'ai posé les boîtes sur le lit et me suis assis à côté. Je les ai fixées un long moment. Puis je suis allé à ma voiture et j'ai récupéré l'enveloppe que j'avais cachée dans la poche de ma veste. Je l'avais prise dans le coffre-fort pendant qu'Hortense était en bas. Je l'avais mise de côté avant qu'il ne la voie. De retour dans la chambre du motel, je l'ai ouverte. Un acte de propriété est tombé en premier. Villa de Paradise Valley. Le nom de ma femme, une superficie qui m'a coupé le souffle. Valeur immobilière estimée à 15 millions. Des relevés bancaires. Ensuite, des comptes d'investissement. Obligations, titres, des chiffres qui n'avaient pas de sens jusqu'à ce que je les additionne correctement. 20 millions d'euros, peut-être plus. Une lettre manuscrite sur le papier à lettres de ma femme. Lester, si tu lis ceci, notre fille t'a montré qui elle est devenue. Je l'ai vue il y a des années. Cet héritage de mon père, la villa, les investissements. Je l'ai gardé secret pour toi, pas pour elle. Elle ne comprend pas la valeur de quoi que ce soit qu'elle n'a pas pris elle-même. Utilise ceci à bon escient. Tu sauras quoi faire. Ta femme, qui a toujours su que tu étais suffisant. Je l'ai lu 3 fois. Assis là, dans cette chambre de motel, tenant des papiers valant des millions, pensant à ma fille emballant mes affaires, à la blague de Michael sur la niche, à Hortense disant que je n'avais jamais rien apporté. Une carte de visite a glissé de l'enveloppe. James Morrison, avocat. Un numéro à Phoenix.
La lettre tremblait légèrement dans mes mains. Pas de peur, mais de quelque chose d'autre, de plus froid. Ma femme avait su. Elle avait vu ce que notre fille deviendrait et m'en avait protégé. 20 millions d'euros. Une villa à Paradise Valley. Et ma fille pensait que je dormais dans une niche. J'ai pris mon téléphone et la carte de visite de James Morrison. Il était temps de passer un appel. J'ai pris la carte de visite de Morrison et les regardé. Un design standard, une police professionnelle, une adresse au centre-ville de Scottsdale. Le genre de carte qui ne laissait rien transparaître des secrets que son propriétaire gardait. Les documents étaient étalés sur le lit du motel comme des preuves lors d'un procès. J'avais passé la dernière heure à les organiser chronologiquement, comme j'organisais autrefois les dossiers. L'acte de la villa datait de mars 2022. Les relevés de placement étaient trimestriels depuis lors jusqu'au mois dernier. L'acte de propriété de la maison de McCormack Ranch. Celui-là était plus ancien, jauni sur les bords, daté de 1983, 2 ans avant notre mariage. J'ai repris la lettre de ma femme. 2 pages manuscrites sur son papier à lettres personnelles. Le papier semblait de qualité dans mes mains. Elle avait pris son temps. N'avait pas précipité les choses. Lester, si tu lis ceci, je suis parti. Et notre fille t'a montré qui elle est vraiment. J'ai continué à lire, bien que je l'ai déjà parcouru 2 fois. Je l'ai vu se produire au cours de la dernière décennie. La façon dont elle regardait notre maison comme si c'était un prix qui lui était dû. La façon dont elle a cessé de te poser des questions sur toi et a commencé à poser des questions sur les biens. Cet héritage de mon père, je le lui ai délibérément caché, non pas pour la punir, mais pour te protéger. Ma femme avait toujours été observatrice, plus silencieuse que moi, moins conflictuelle, mais rien ne lui échappait. Pendant que j'étais concentré sur les affaires, sur la construction d'arguments et la victoire de procès, elle avait observé notre fille changer. Je me suis approché de la fenêtre, le parking du motel s'étendait en dessous, à moitié vide sous le soleil de midi. Ma voiture était seule près du bureau, ces 3 boîtes de ma vie toujours dans le coffre. La lettre continuait à la 2e page. Elle viendra d'abord pour la maison. Elle ne sait pas qu'elle était à moi avant notre mariage. Le cadeau de ma mère. Elle ne connaît pas Paradise Valley ni les investissements. Elle pense que tu n'as rien. Laisse-la le penser, puis montre-lui ce que la loi dit vraiment. Tu as toujours été le meilleur procureur, Lester. Poursuis cette affaire. J'ai posé la lettre et j'ai pris l'acte de la maison. Je l'ai lu attentivement cette fois, comme j'aurais dû le lire il y a des années. Propriété transférée à Caroline Margaret Davis de la succession de sa mère. 1983, propriété unique. Mon nom n'apparaissait nulle part sur le document. État de communauté de biens ou non, cette maison avait été la propriété distincte de ma femme depuis le début. Elle m'avait dit que c'était logique pour des raisons fiscales. Que sa mère le voulait ainsi. Je lui avais fait confiance, je n'avais jamais remis ça en question. Ce qui signifiait qu'Hortense m'avait expulsé d'une maison qui n'était pas la sienne. Qui n'avait jamais été la sienne. Une maison qui, légalement, m'appartenait maintenant, en tant que conjoint survivant. L'ironie avait un goût amer. J'ai regardé ma montre. 13 heures. Je me suis assis sur le bord du lit, la carte de Morrison dans une main, mon téléphone dans l'autre. Passer cet appel déclencherait quelque chose que je ne pourrais pas arrêter. Me transformerait de père expulsé en adversaire actif. Une fois que j'aurais engagé un avocat, une fois que j'aurais mis en branle la machine judiciaire, il n'y aurait plus de faux-semblants. Plus de bénéfice du doute pour ma fille. J'ai composé le numéro du cabinet d'avocat Morrison. Voix professionnelle, assistante administrative. James Morrison, s'il vous plaît. C'est Lester Davis. Ma femme est décédée récemment et elle a laissé votre carte dans une enveloppe pour moi. Une brève attente, puis une voix différente. Masculine, mesurée et calme. Monsieur Davis, je suis vraiment désolé pour votre perte. Le ton de Morrison portait une sympathie sincère. Votre femme était une femme remarquable. Elle s'est préparée très soigneusement à ce moment. Je dois être direct. J'ai gardé ma voix stable, de procureur à avocat. Ma fille m'a expulsé de ma maison hier. Elle croit que la maison lui appartient par héritage. Silence au bout du fil, puis, prudemment, je vois. Monsieur Davis, votre femme vous a-t-elle expliqué la propriété du bien ?
Pas jusqu'à maintenant. L'enveloppe contient plusieurs surprises. J'imagine bien. Morrison fit une pause. Nous devrions nous rencontrer immédiatement. Demain matin, 10 heures, à mon bureau. Apportez tous les documents que votre femme vous a laissés. Étage M. Davis, ne contactez pas votre fille et ne l'informez de rien de tout cela. Pas encore. Compris. J'ai jeté un coup d'œil aux papiers étalés sur le lit. J'ai appris la patience dans les salles d'audience, maître. Je peux attendre encore un peu. Nous avons confirmé l'adresse et mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone et je suis retourné aux documents. La villa a de nouveau attiré mon attention. 8 millions d'euros. Paradise Valley, l'un des codes postaux les plus riches de l'Arizona. Une propriété que ma femme possédait depuis 3 ans sans me le dire. Non pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais parce qu'elle me faisait confiance. Elle avait su ce que notre fille ferait. L'avait vu venir alors que je trouvais encore des excuses, espérant encore qu'Hortense sortirait de la phase dans laquelle elle se trouvait. Ma femme avait observé la transformation de notre fille, de jeune fille pleine d'espoir à femme calculatrice. Et elle avait fait des plans. Des plans qui n'incluaient pas de laisser Hortense me détruire. J'ai rassemblé les documents avec soin, je les ai remis dans l'enveloppe. Demain à 10 heures, j'apprendrai les détails, la procédure légale, le calendrier, la stratégie. Ce soir, je resterai dans cette chambre de motel avec mes 3 boîtes et la prévoyance de ma défunte femme, et je penserai à poursuivre une affaire. La lumière de l'après-midi changea sur le parking. Quelque part en ville, Hortense et Michael étaient probablement en train de s'installer dans ma maison, leur maison dans leur esprit, planifiant peut-être des rénovations, mesurant peut-être déjà pour de nouveaux meubles. Laissez-les planifier. Laissez-les célébrer. Laissez-les croire qu'ils avaient gagné. Les mots de ma femme résonnaient. Poursuis cette affaire. 20 ans en tant que procureur. Des centaines d'affaires, des milliers d'heures à construire des arguments, à trouver des faiblesses, à présenter des preuves. Je savais comment monter un dossier, je savais comment attendre le bon moment. La différence, c'est que je n'avais jamais poursuivi ma famille auparavant. J'ai posé l'enveloppe sur la table de chevet à côté de la carte de Morrison. Demain commencerait le processus. Des formulaires seraient déposés. Les roues tourneraient. La machine judiciaire grincerait vers une conclusion inévitable. Ma fille pensait qu'elle avait tout pris. Elle ne savait pas que tout ce qu'elle pensait avoir pris n'avait jamais été à elle, n'avait même jamais été à moi. Techniquement, c'était le cadeau de ma femme à moi à travers son absence. Je me suis allongé sur le lit du motel, entièrement habillé, fixant le plafond. Je me suis demandé ce qu'Hortense dirait quand elle réaliserait, quand elle comprendrait que sa mère n'était pas seulement morte, qu'elle avait laissé des instructions finales. Un jugement final. Demain à 10 heures. J'ai fermé les yeux, je n'ai pas dormi, j'ai juste attendu. Je me suis réveillé avant le réveil. La chambre du motel était sombre, mais j'étais déjà réveillé depuis 1 heure, à regarder le plafond, à passer en revue tout ce que je savais. À 10 heures, je rencontrerai l'avocat. À midi, je saurais si la loi était vraiment de mon côté, ou si la planification minutieuse de ma femme avait somehow raté un détail qui permettrait à ma fille de garder ce qu'elle avait pris. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec le seul costume que j'avais emballé, bleu marine, professionnel, le même costume que je portais pour les plaidoiries finales. Il m'allait toujours, bien que le col me semblât plus lâche que dans mon souvenir. Le bureau de Morrison occupait le 3e étage d'un immeuble en acier et en verre au centre-ville de Scottsdale. Le répertoire du hall le mentionnait comme étant spécialisé dans la planification successorale et les successions. Bien. Cela signifiait qu'il connaissait le terrain. Le trajet en ascenseur semblait plus long que 3 étages. Sa réceptionniste a souri quand j'ai donné mon nom. Monsieur Davis, Monsieur Morrison vous attend. Entrez directement. Le bureau avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur Scottsdale Road. Morrison se leva de derrière un bureau en acajou, tendit la main. La cinquantaine, des cheveux argentés, des yeux vifs derrière des lunettes sans monture, le genre d'yeux qui avait lu des milliers de documents et décelé chaque divergence. Monsieur Davis, merci d'être venu. Sa poignée de main était ferme. Asseyez-vous, je vous prie. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir en face de son bureau, j'ai posé l'enveloppe sur mes genoux. Avant de commencer, a dit Morrison,
je veux que vous compreniez que votre femme et moi avons passé un temps considérable sur son plan successoral. Elle était très précise sur ses souhaits et très soucieuse de vous protéger. Elle a réussi. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai étalé les documents sur son bureau. Je suppose que vous les reconnaissez. Morrison a examiné chaque papier attentivement, a hoché la tête. J'ai rédigé le testament moi-même, j'ai assisté à la signature. Votre femme était méticuleuse. Parlez-moi de la maison. Il a sorti un dossier de son tiroir. La propriété de McCormack Ranch était la propriété distincte de votre femme, acquise avant votre mariage par la succession de sa mère. En Arizona, la propriété distincte reste distincte, sauf si elle est explicitement convertie en propriété communautaire. Votre femme n'a jamais fait cette conversion, ce qui signifie qu'en tant que conjoint survivant et unique bénéficiaire de son testament, la maison vous appartient légalement, sans conteste. Les mots se sont installés entre nous. Simple, clair, définitif. Ma fille m'a expulsé il y a 2 jours. L'expression de Morrison n'a pas changé, mais son stylo s'est arrêté au milieu d'une note. Elle n'avait aucune autorité légale pour le faire. La maison n'était pas à elle. Elle ne le savait pas, la plupart des gens ne comprennent pas la loi sur la propriété distincte. Morrison s'est penché en avant. Voici ce qui va se passer maintenant. Nous déposons les documents de succession auprès de la Cour supérieure du comté de Maricopa. C'est une procédure standard, généralement de 3 à 4 mois. Pendant ce temps, nous déposons également un avis d'expulsion contre votre fille et son mari. Ce sont des occupants illégaux de votre propriété. J'ai assimilé ça. Combien de temps avant qu'ils ne doivent partir? La loi de l'Arizona exige un préavis de 60 jours pour une expulsion résidentielle. Nous déposons, ils reçoivent l'avis, le compte à rebours commence. S'ils ne quittent pas volontairement, nous allons au tribunal. Compte tenu des circonstances, vous l'emporterez facilement. Et la villa? Les investissements? Morrison a ouvert un autre dossier. La propriété de Paradise Valley et les comptes associés étaient également la propriété distincte de votre femme, héritée de son père en 2022. Elle a établi des désignations de bénéficiaires clairs vous nommant unique héritier. Pas de complications là non plus. Villa de 8 millions d'euros, évaluation actuelle. Il a glissé le document sur la table. 20 millions d'euros en compte d'investissement gérés de manière conservatrice. Votre femme était assez riche, M. Davis, et elle s'est absolument assurée que cette richesse vous reviendrait à vous, pas à votre fille. Je me suis adossé. Le fauteuil en cuir a légèrement grincé. Par la fenêtre, Scottsdale s'étendait sous un ciel clair de l'Arizona. Quelque part dans cette étendue, Hortense vivait dans une maison qui n'était pas la sienne, rêvant d'un argent qui ne viendrait jamais. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ai-je demandé. Gardez ça secret. Morrison a sorti un autre document, des notes manuscrites de l'écriture de ma femme, des commentaires en marge sur une ébauche de son testament. Elle m'a laissé des instructions pour les partager si vous le demandiez. Il a tourné les pages vers moi. Votre femme a observé le comportement de votre fille pendant plusieurs années. A documenté des incidents. Elle croyait, et je cite, Hortense a appris à prendre plutôt qu'à gagner. Si elle apprend l'existence de cet héritage de mon vivant, elle l'exigera immédiatement. Elle le gaspillera. Elle blessera son père avec. Les mots piquaient mais ne me surprenaient pas. Plus maintenant. Morrison a continué, votre femme voulait que vous soyez protégé et que ses biens soient préservés. Elle a tout structuré pour garantir ce résultat. Elle était assez brillante à ce sujet, en fait. Que dois-je faire? Signer les papiers de représentation. Me donner l'autorité de déposer les procédures de succession et d'expulsion. Puis attendre que le processus se déroule. Morrison a sorti des documents préparés. Je déposerai tout cette semaine. Les documents du tribunal seront signifiés à votre fille dans les 7 jours. Elle réalisera alors à quoi elle a vraiment affaire. J'ai examiné les papiers, un accord de représentation standard, les conditions de provision, les autorisations de dépôt au tribunal, tout était clair et en règle. Que fera-t-elle, ai-je demandé. Quand elle le découvrira. Morrison a bouché son stylo. D'après mon expérience, Monsieur Davis, les gens qui prennent des choses qu'ils ne méritent pas acceptent rarement de les perdre avec grâce. Attendez-vous à un combat. J'ai signé les documents les uns après les autres. Chaque signature un pas en avant,
loin de la victime et vers autre chose, de plus dur. Morrison a rassemblé les papiers, les a classés dans un dossier intitulé « Succession de Caroline Margaret Davis ». Une dernière chose, dis-je. La villa. Quand puis-je la voir? Techniquement, après la clôture de la succession. Pratiquement, quand vous le voudrez. Votre femme vous a laissé les clés et les codes de sécurité dans son coffre-fort. Je les ai ici. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, 2 clés et une carte avec des numéros manuscrits. L'adresse est sur l'acte. C'est assez remarquable. Morrison se leva, m'accompagna jusqu'à la porte. Votre femme a laissé des instructions détaillées sur la propriété. Elle voulait que vous ayez un endroit paisible, c'est son mot. Nous nous sommes serrés la main sur le seuil. Nous déposerons lundi matin, dit-il. Les documents du tribunal seront signifiés à votre fille dans la semaine. Elle réalisera alors à quoi elle a vraiment affaire. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Comment pensez-vous qu'elle réagira? Morrison fit une pause. D'après mon expérience, Monsieur Davis, les gens qui prennent des choses qu'ils ne méritent pas acceptent rarement de les perdre avec grâce. Attendez-vous à un combat. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Bien, dis-je. J'ai passé 20 ans dans les salles d'audience. Je sais comment me battre. Le courriel de Morrison était arrivé dimanche soir. Tout est prêt. Retrouvons-nous au bureau à 9 h lundi. Nous déposons demain. J'avais passé la semaine à attendre, à lire, à arpenter le parking du motel la nuit quand le sommeil ne venait pas, pensant à ma fille vivant dans ma maison, probablement en train de redécorer, célébrant probablement sa victoire. Lundi matin, je me suis habillé avec le costume que j'avais emballé lors de l'expulsion, bleu marine, le même que j'avais porté pour les plaidoiries finales. Il m'allait toujours, même si j'avais perdu du poids ces dernières semaines. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du motel, j'ai ajusté ma cravate et je suis allé au centre-ville. Morrison m'a rejoint dans le hall de son bureau. Il portait une mallette en cuir, les documents déjà organisés à l'intérieur. Nous avons pris sa voiture pour aller au palais de justice. Le tribunal supérieur du comté de Maricopa occupait un bâtiment moderne au centre-ville de Phoenix. Nous nous sommes garés dans le parking en face, avons passé la sécurité, pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage, au bureau du greffier du tribunal des successions. Le couloir sentait le vieux papier et la climatisation. Morrison s'est approché du comptoir. Je me suis tenu à côté de lui, observant. Le greffier était une femme dans la quarantaine. Mouvements efficaces, des yeux qui avaient traité des milliers de documents. Elle a pris les papiers de Morrison sans lever les yeux. Demande de succession avec réclamation de propriété distincte. Elle a commencé à examiner les pages. Il me faudra le certificat de décès, le certificat de mariage et les actes de propriété pour le dossier. Tout est joint, a dit Morrison, pièce AF. Elle a tamponné chaque page. Le son était sec. Définitif. Date. Heure. Sceau officiel du tribunal. Elle a entré des informations dans son ordinateur, a tapé rapidement, a imprimé un reçu. Numéro de dossier 2025 PR 00732. Audience préliminaire le 10 mars à 9 h, salle d'audience du juge Brennan. Vous recevrez un avis officiel par la poste. 10 mars, dis-je doucement. Compris. 4 semaines. 4 semaines de plus dans cette chambre de motel. Mais la machine était en marche maintenant. Les rouages juridiques tournaient. Le processus que j'avais passé 20 ans à utiliser, fonctionnant maintenant pour moi au lieu de passer par moi. Morrison et moi sommes retournés à sa voiture. Il m'a ramené au motel. Je ferai signifier les papiers mercredi, a-t-il dit. Un huissier de justice les remettra à votre fille à la maison. Procédure standard. Je l'ai remercié et je suis retourné à la chambre 114, je me suis assis sur le lit, j'ai fixé le reçu du tribunal dans mes mains. Numéro de dossier 2025 PR 00732. Ma vie réduite à un numéro de dossier. Le vol de ma fille réduit à un litige immobilier. La loi était froide comme ça. Ne se souciez pas de la famille. Ne se souciez pas de la trahison. Se souciez seulement des actes, des testaments et de la procédure appropriée. Parfois, la froideur était exactement ce dont vous aviez besoin. Mercredi après-midi,
je lisais un journal quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais indicatif régional local. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Une respiration lourde. Puis, est-ce que je parle à Lester Davis? C'est Hortense Davis Clark. Sa voix était différente. Tendue, forcée. Et Michael Clark. Nous venons de recevoir des documents juridiques. J'ai posé le journal, je me suis redressé. Papa, le mot est sorti forcé, une douceur artificielle recouvrant quelque chose de désespéré en dessous. Nous avons reçu des papiers et je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous étions émus après les funérailles de maman. Nous voulons que tu rentres à la maison. On peut oublier toute cette confusion juridique. Je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air entre nous. Papa, tu es là. Il n'y a pas de confusion. Mais papa, nous sommes une famille. La maison n'est pas à toi, les jeux interrompus. Ma voix est restée égale, sans émotion. Le ton d'un procureur. Elle ne l'a jamais été. On se voit au tribunal. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone sur le bureau, je suis retourné à la lecture du journal. Il a sonné à nouveau 30 secondes plus tard, son nom sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Il est allé à la messagerie vocale. Elle a appelé 2 fois de plus ce soir-là. J'ai ignoré les 2 appels. Jeudi matin, Morrison a appelé. Votre fille a essayé d'engager un avocat, a-t-il dit. Elle a contacté 4 cabinets hier. Aucun n'a voulu prendre son cas. Pourquoi pas? Pas d'argent pour les provisions, et franchement, l'affaire est ingagnable. Les documents sont blindés. Tout avocat compétent peut le voir en 5 minutes. Ils ne vont pas perdre de temps sur une affaire perdue avec des clients qui ne peuvent pas payer. J'ai assimilé ça. Donc elle sera seule au tribunal. Représentation pro-se. Ça se passe rarement bien. Je sais, dis-je. Je l'ai vu de nombreuses fois. Après avoir raccroché, je suis allé au bureau du motel et j'ai payé pour une autre semaine. Le réceptionniste m'a à peine remarqué. Il a juste pris mon argent et m'a tendu un reçu. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert le dossier que Morrison m'avait donné. Documents du tribunal, preuves, pièces à conviction, chronologie des événements, tout était organisé comme j'organisais autrefois les dossiers d'accusation. Ma fille pensait que les funérailles étaient la fin de notre relation, pensait que m'expulser avait été le dernier mot. Elle ne comprenait pas que la loi était patiente. La loi prenait du temps, mais la loi finissait toujours par parler. Et quand elle le faisait, elle ne chuchotait pas. Mon téléphone a vibré. Un texto de Morrison. Audience confirmée le 10 mars à 9h. Juge Brennan a signé. Elle est juste, mais sans fioriture. Parfaite pour ce cas. J'ai répondu, j'y serai. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de ma chambre de motel. Les meubles qui n'étaient pas à moi, les murs qui n'étaient pas à moi, l'espace temporaire que j'occupais depuis 3 semaines pendant que ma fille dormait dans mon lit, mangeait dans ma cuisine, planifiait des rénovations pour ma maison. Le 10 mars ne pouvait pas arriver assez vite. Mais j'avais appris la patience. 20 ans à monter des dossiers, à attendre les dates de procès, à laisser les enquêtes se développer. La patience était le plus grand outil d'un procureur. Et j'étais sur le point de poursuivre l'affaire la plus importante de ma vie. Dehors, la circulation bourdonnait dans la rue. Phoenix s'étendait sous le soleil de février. Quelque part dans cette étendue, ma fille paniquait probablement. Se disputait probablement avec Michael. Réalisait probablement que la maison qu'elle pensait posséder lui échappait. Laissez-la paniquer. Laissez-la se disputer. Laissez-la réaliser. L'audience était dans 4 semaines. Et j'attendrai chaque jour s'il le fallait, parce que la loi était de mon côté. Les documents étaient de mon côté. La planification minutieuse de ma défunte femme était de mon côté. Et ma fille, elle n'avait que des suppositions et de la cupidité. Le costume semblait étrange. Je ne l'avais pas porté depuis mon dernier jour au bureau du procureur il y a 5 ans. Bleu foncé, bien repassé, l'uniforme des salles d'audience où j'avais passé 20 ans. J'ai ajusté la cravate dans le miroir du motel. Audience à 9h. 4 semaines d'attente se terminaient aujourd'hui. Il était temps de laisser la loi parler. Morrison m'a rejoint dans le hall du palais de justice. Nous avons passé la sécurité ensemble,
prit l'ascenseur jusqu'à la salle d'audience de la juge Brennan au 3e étage. La salle d'audience était plus petite que celle où j'avais travaillé, moins de bancs, une seule rangée pour les spectateurs, mais la disposition était familière. Le banc du juge surélevé, la barre des témoins à droite, les tables des avocats tournées vers l'avant. J'étais resté à des tables comme celle-ci des centaines de fois. Je n'aurais jamais pensé m'asseoir à l'une d'elles en tant que partie plutôt qu'en tant que procureur. Hortense et Michael étaient déjà là, au premier rang de l'autre côté. Elle portait une robe sombre, conservatrice, essayant d'avoir l'air respectueuse. Michael portait un costume qui ne lui allait pas, trop serré aux épaules. Ils étaient assis l'un près de l'autre, chuchotant. Aucun des deux ne m'a regardé quand Morrison et moi sommes entrés. Nous avons pris nos places à la table du demandeur. Morrison a arrangé ses dossiers, a positionné les pièces à conviction dans l'ordre. Je me suis assis à côté de lui, les mains croisées, observant. À 9 heures précises, l'huissier s'est levé. Levez-vous. L'honorable Sarah Brennan préside. Tout le monde s'est levé. La juge Brennan est entrée de ses quartiers, la fin de la cinquantaine, des cheveux gris tirés en arrière, des yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle a pris son siège. Nous nous sommes tous assis. Affaire 2025 PR 00732, a annoncé le greffier. Concernant la succession de Caroline Margaret Davis. La juge Brennan a ouvert le dossier devant elle, a lu en silence un moment, puis a levé les yeux. Monsieur Morrison, vous représentez le demandeur. Morrison s'est levé. Oui, votre honneur. Lester Davis, le conjoint survivant. Et les défendeurs sont ici pro-se. Hortense se leva maladroitement. Oui, votre honneur. Je suis Hortense Davis Clark. Voici mon mari, Michael Clark. Nous nous représentons nous-mêmes. Très bien. Le ton de la juge Brennan était neutre mais ferme. Il s'agit d'une audience préliminaire sur une demande de succession et une réclamation de propriété distincte. Monsieur Morrison, présentez votre cas. Morrison s'est levé, a sorti la première pièce à conviction. Votre honneur, le demandeur, Lester Davis, est le conjoint survivant de Caroline Margaret Davis, décédée le 15 février 2025. Nous avons le certificat de décès marqué comme pièce A. Il l'a remis au greffier, qui l'a passé à la juge. La propriété en question, située au 4742 East Montecito Avenue à Scottsdale, a été achetée par Madame Davis en 1983, avant son mariage avec Monsieur Davis en 1985. L'acte de propriété, pièce B, montre la propriété unique au nom de Caroline Davis. Un autre document a été transmis. En vertu de la loi de l'Arizona, la propriété acquise avant le mariage reste une propriété distincte, sauf si elle est explicitement convertie en propriété communautaire. Aucune conversion de ce type n'a jamais eu lieu. Le testament de Madame Davis, exécuté en 2022 et marqué comme pièce C, nomme Lester Davis comme unique bénéficiaire de toutes les propriétés distinctes, y compris cette résidence. La juge Brennan a examiné chaque document attentivement. Et la réclamation des défendeurs? Morrison a fait un geste vers Hortense. Les défendeurs, qui sont la fille et le gendre de Madame Davis, n'ont aucune réclamation documentée sur la propriété. Ils semblent avoir supposé un héritage basé sur la relation familiale malgré le langage clair du testament. Hortense s'est levée d'un bond. Ce n'est pas vrai. Ma mère a toujours dit que la maison serait à moi. Elle m'a dit. La juge Brennan l'a interrompue. Mademoiselle Davis Clark, vous aurez votre chance de répondre. Asseyez-vous. Hortense s'est assise. Son visage était rouge. Michael a posé sa main sur son bras. Morrison a continué. De plus, votre honneur, les défendeurs ont physiquement expulsé Monsieur Davis de la propriété le 16 février, le lendemain des funérailles de Madame Davis, sans aucune autorité légale pour le faire. Ils occupent la résidence illégalement depuis près de 4 semaines. Votre honneur. Hortense se leva à nouveau, la voix tremblante. Mon père n'a jamais contribué à cette maison. Ma mère a tout payé. Il n'avait même pas son nom sûr. L'acte parle de lui-même, Mademoiselle Davis Clark. La voix de la juge Brennan était glaciale. Que votre père ait contribué financièrement ou non est sans importance. La propriété était la propriété distincte de votre mère et son testament la lui distribue. Avez-vous une documentation montrant une structure de propriété différente?
Une preuve que votre mère avait l'intention que vous héritiez de cette propriété spécifique? Silence. Hortense a regardé Michael. Il fixait le sol. Je ne le pensais pas. La juge Brennan s'est retournée vers Morrison. Autre chose? Le demandeur demande la validation du testament, la confirmation de ses droits de propriété et une ordonnance exigeant que les défendeurs quittent la propriété immédiatement. La juge Brennan a de nouveau examiné les documents. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruit des pages qui tournaient. Finalement, elle a levé les yeux. Le testament est correctement exécuté, attesté et notarié. L'acte de propriété établit clairement la propriété distincte. Le certificat de mariage confirme le statut de conjoint. Monsieur Morrison, je valide le testament et je confirme la propriété de la propriété par Monsieur Davis. Quant à l'expulsion. Votre honneur, s'il vous plaît. Hortense pleurait maintenant. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons vendu notre appartement pour payer les factures médicales de ma mère. Nous avons besoin de temps. Vous auriez dû y penser avant d'expulser votre père de sa maison. Le ton de la juge Brennan ne s'est pas adouci. Vous avez 60 jours à compter d'aujourd'hui pour quitter la propriété. Si vous ne le faites pas, Monsieur Davis pourra engager une procédure d'expulsion formelle. Cette affaire est close. Le marteau est tombé, un craquement sec résonnant dans la pièce. Levez-vous. Nous nous sommes levés. La juge Brennan est partie par la même porte par laquelle elle était entrée. L'huissier a fait un signe de tête vers la sortie. Morrison a rassemblé ses pièces à conviction. Je me suis levé lentement, sentant le poids du moment. 40 ans de mariage, 2 semaines de sans-abrisme. Un matin de justification légale. Hortense pleurait toujours alors que Michael la tirait vers la sortie. Je suis resté assis pendant qu'ils partaient, regardant leur dos disparaître par les doubles portes. Morrison a rassemblé les pièces à conviction dans sa mallette. Félicitations, Monsieur Davis. La maison est à vous. Je me suis levé lentement. 60 jours. Ma fille avait 60 jours pour quitter ma maison. Je suis allé aux fenêtres de la salle d'audience donnant sur le centre-ville de Phoenix. Quelque part en bas, Hortense et Michael se disputaient probablement, paniquaient, planifiaient leur prochain coup désespéré. Mais la loi avait parlé, et 20 ans en tant que procureur m'avaient appris une chose. La loi ne négocie pas 2 mois. C'est le temps qu'il a fallu à Hortense et Michael pour transformer le désespoir en stratégie. Le téléphone du motel a sonné à 7 heures du matin, à la mi-mai. La voix de Morrison est venue, fatiguée mais urgente. Ils ont déposé une requête reconventionnelle, prétendant que vous êtes mentalement inapte à cause du deuil. Ils veulent que le tribunal nomme Hortense comme curatrice. Je me suis assis dans mon lit. Sur quelle base? Des témoins de moralité. Un voisin prétendant que vous avez eu un comportement erratique avant la mort de votre femme. Il vous dépeigne comme instable. C'est un mensonge. Je sais, mais la juge Brennan a ordonné une évaluation psychologique avant que l'expulsion puisse avoir lieu. L'audience préliminaire est fixée au 15 mai. Nous devons être préparés. Ce matin-là, je me suis habillé avec soin. Le costume me semblait familier maintenant. Je l'avais porté à chaque comparution au tribunal. Bleu marine, professionnel, l'armure de quelqu'un qui avait passé 20 ans dans les salles d'audience et savait comment elles fonctionnaient. Morrison m'a rejoint devant le palais de justice. Nous sommes entrés ensemble, avons passé la sécurité, sommes montés jusqu'à la salle d'audience de la juge Brennan. Hortense et Michael étaient déjà là avec leur nouvel avocat, un homme nommé Richard Stone. Un costume bon marché qui le serrait au milieu, une mallette qui semblait avoir été achetée la veille. Stone était un combattant. Les clients désespérés engageaient des combattants. Levez-vous. La juge Brennan est entrée, a pris son siège. Nous nous sommes tous assis. Affaire 2025, PR 00732. Audience continue concernant l'ordonnance d'expulsion. La voix du greffier résonnait dans la petite salle d'audience. Requête reconventionnelle déposée par les défendeurs. Stone se leva. Votre honneur, nous demandons le report de l'ordonnance d'expulsion en attendant l'évaluation psychologique du demandeur. Nous avons des preuves suggérant que M. Davis n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a engagé ces procédures. Morrison s'y est opposé. Votre honneur, c'est une tactique de retardement transparente.
J'entendrai les preuves, Monsieur Morrison. Le ton de la juge Brennan était neutre. Monsieur Stone, présentez votre témoin. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant a pris la barre. Eleanor Shaw, début de la soixantaine, des mains nerveuses, des yeux qui ne croisaient pas tout à fait les miens. Madame Shaw, comment connaissez-vous le demandeur? Je suis sa voisine. Je vivais à 3 maisons de lui sur Montecito. C'était déjà un mensonge. J'avais vécu dans cette rue pendant 40 ans. Jamais vu cette femme. Stone a continué. Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel dans le comportement de M. Davis dans les mois précédant la mort de sa femme? Oui. Sa voix vacillait. Je l'ai vu plusieurs fois tard dans la nuit marcher dans son jardin en chemise de nuit, se parlant à lui-même. C'était inquiétant. Morrison était sur ses pieds. Objection. Fondement. Ce témoin a-t-il été qualifié comme ayant une expertise en évaluation de la santé mentale? Rejeté. Madame Shaw, dites-nous simplement ce que vous avez observé, pas votre interprétation. Mais le mal était fait. La graine était plantée. Le contre-interrogatoire de Morrison était chirurgical. Madame Shaw, vous dites que vous vivez à 3 maisons? Oui. Sur l'avenue Montecito? C'est exact. Morrison a sorti un document. Voici un plan de propriété des archives du comté de Maricopa. Pouvez-vous indiquer votre maison? Le visage de Shaw est devenu pâle. Elle ne pouvait pas, c'est parce que vous ne vivez pas sur l'avenue Montecito, n'est-ce pas? Morrison a produit un autre papier. Selon votre permis de conduire, que vous avez fourni dans votre déclaration sous serment, vous vivez sur Maple Street, à 5 km de là. Stone s'y est opposé. La juge Brennan a rejeté l'objection. De plus, a continué Morrison, votre profil LinkedIn montre que vous avez travaillé avec Hortense Davis Clark de 2019 à 2021. Vous n'êtes pas une voisine. Vous êtes une ancienne collègue qui ment sous serment. La salle d'audience est devenue silencieuse. L'expression de la juge Brennan s'est durcie, mais elle était prudente, attentive. Monsieur Davis, j'ordonne une évaluation psychologique. Non pas parce que je crois à ces allégations, mais parce qu'elles ont été soulevées et que je veux qu'elles soient traitées de manière définitive. Nous nous reverrons le 25 mai à 10 heures. Morrison a commencé à s'opposer, mais je lui ai touché le bras. Laisse tomber. Laisse-les perdre leur temps. Je savais ce que l'évaluation montrerait. Cet après-midi-là, j'étais assis dans le bureau du docteur Sarah Mitchell, complétant des évaluations cognitives sur une tablette. Reconnaissance de forme, rappel de mémoire, résolution de problèmes. Elle a posé des questions prudentes sur mon état émotionnel. Comment gérez-vous la mort de votre femme? Triste. J'ai gardé ma voix égale. En colère contre certaines personnes, mais fonctionnelle. Je comprends ce qui se passe et pourquoi. Avez-vous connu de la confusion, des problèmes de mémoire, des difficultés à prendre des décisions? Non. Au contraire, je pense plus clairement que depuis des années. Comment ça? Parfois, la crise force la clarté. Vous voyez les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Elle a pris des notes. Nous avons continué pendant 2 heures. Le lendemain, une autre séance. Plus de tests, plus de questions, tout cela conçu pour déterminer si j'étais compétent. J'avais passé 20 ans à évaluer des témoins, à lire les gens, à comprendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ce n'était pas différent. Le 20 mai, Morrison a appelé. Le rapport du docteur Mitchell est revenu. Vous êtes entièrement compétent. Excellente fonction cognitive, réponses émotionnelles appropriées, aucune preuve de capacité diminuée. Bien. L'audience est dans 5 jours. Nous présenterons cela et demanderons l'application immédiate de l'ordonnance d'expulsion. Ce soir-là, je suis retourné au motel et j'ai trouvé Michael qui attendait dans le parking, appuyé contre ma voiture, les bras croisés, la posture de quelqu'un qui essaie d'intimider. Je me suis garé à 2 places de là, je suis sorti lentement. Mon téléphone était déjà dans ma main, l'application d'enregistrement ouverte, le microphone pointé vers l'avant. Tu dois abandonner ce procès, vieil homme. J'ai continué à marcher vers ma chambre. Ou quoi, Michael? Il s'est détaché de ma voiture, m'a suivi. Ou je te rends la vie très difficile. Je connais des gens. Des gens qui ne posent pas de questions.
Je me suis arrêté, je me suis retourné pour lui faire face. Vous me menacez? Je te donne un conseil. Sa voix s'est faite plus basse. Prends-le. Il s'est éloigné, est monté dans sa voiture, est parti. Je suis resté dans le parking, tenant mon téléphone, regardant ses feux arrière disparaître. Puis j'ai parlé dans l'enregistrement. 20 mai, 19h15. Michael Clark vient de me menacer dans le parking du motel Desert Palm. J'ai transmis l'audio à Morrison, puis à la police de Scottsdale. J'ai déposé une plainte. 5 jours de plus. 5 jours jusqu'à l'audience où cela se terminerait. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte et je me suis assis sur le lit. J'ai pensé à ma fille engageant une femme pour mentir sous serment. J'ai pensé à Michael me menaçant dans un parking. J'ai pensé à jusqu'où ils étaient allés pour garder quelque chose qui n'avait jamais été à eux. L'évaluation a prouvé que j'étais compétent. L'enregistrement a prouvé qu'ils étaient désespérés. Et les gens désespérés font des erreurs. Je devais juste attendre la dernière. Le 25 mai est arrivé, clair et chaud. Je me suis habillé de mon costume, je suis allé au palais de justice, j'ai retrouvé Morrison dans le hall à 9h. Ils vont perdre, a-t-il dit, et lourdement. Je sais. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à la salle d'audience de la juge Brennan. Hortense et Michael étaient déjà assis avec Stone. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux. La mâchoire de Michael était serrée, ses mains crispées sur la table. Levez-vous. La juge Brennan est entrée. Nous nous sommes levés, assis, avons attendu. Affaire 2025, PR 00732. Audience finale sur l'application de l'expulsion. Sa voix était nette, efficace. Monsieur Morrison, présentez vos preuves. Morrison s'est levé, a sorti des documents. Votre honneur, l'évaluation psychologique du docteur Sarah Mitchell, complétée le 18 mai. Il l'a remise au greffier, qui l'a passée à la juge. La juge Brennan a lu en silence. 2 minutes, 3. Puis elle a levé les yeux. Le rapport est sans équivoque. Monsieur Davis démontre une pleine capacité mentale, une excellente fonction cognitive, des réponses émotionnelles appropriées. Le tribunal ne trouve aucun fondement à la demande d'incompétence. Stone a essayé de s'y opposer. La juge Brennan l'a interrompu. De plus, le témoignage de Madame Eleanor Shaw s'est révélé être un parjure. Elle sera déférée au bureau du procureur de district pour poursuite. Hortense a attrapé le bras de Stone, a chuchoté quelque chose d'urgent. Il a secoué la tête. De plus, a poursuivi la juge Brennan, le tribunal a reçu un rapport de police déposé le 20 mai concernant des menaces proférées par le défendeur Michael Clark contre le demandeur, y compris un enregistrement audio de ces menaces. Elle a regardé directement Michael. Monsieur Clark, levez-vous. Il s'est levé lentement, le visage rouge. Votre comportement constitue une intimidation de témoin. J'ajoute des accusations d'outrage au tribunal et je renvoie également cette affaire au procureur de district. Votre honneur, a commencé Stone. Je n'ai pas fini. Le ton de la juge Brennan aurait pu couper du verre. Cette affaire implique une propriété claire, une expulsion illégale, une tentative de fraude et une intimidation de témoin. Les preuves favorisent massivement le demandeur. Elle a fait une pause, a regardé ses notes, puis a relevé les yeux. Les défendeurs sont condamnés à quitter la propriété au 4742 East Montecito Avenue avant le 28 mai à 17h. C'est dans 72 heures. Les défendeurs paieront aux demandeurs 8 500 € de dédommagement pour les dommages matériels et les articles vendus sans autorisation. Je renvoie toutes les affaires pénales, le parjure, la fraude et l'intimidation, au bureau du procureur du comté de Maricopa. Le marteau est tombé. Michael a explosé de sa chaise. C'est complètement. Asseyez-vous, monsieur Clark. Il ne s'est pas assis. A fait un pas vers le banc à la place. Vous ne pouvez pas juste. 2 huissiers ont agi rapidement. Les mains sur les bras de Michael, le tirant en arrière. Il s'est débattu, a crié quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Ils l'ont traîné vers la porte. Hortense pleurait, tendant les bras vers lui. La voix de la juge Brennan a traversé le chaos. Monsieur Clark, vous êtes en état d'outrage. 30 jours de prison du comté. Huissier, emmenez-le. Les portes se sont fermées derrière eux.
La salle d'audience est devenue silencieuse. La cour est levée. Un autre coup de marteau. Morrison a rassemblé nos documents. Je suis resté assis, assimilant. La victoire semblait moins satisfaisante que je ne l'avais imaginé. Pas parce que j'avais gagné, mais à cause de ce que gagner signifiait. Dans le couloir, Hortense m'a trouvé. Son visage était marbré de larmes. Le maquillage avait coulé. « Papa, s'il te plaît. » Sa voix s'est brisée. « On ne peut pas faire ça. On n'a pas d'argent, nulle part où vivre. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai essayé de trouver ma fille quelque part dans cette femme désespérée. Tu aurais dû y penser avant de me mettre à la porte. Je suis désolé. J'ai eu tort. S'il te plaît, donne-nous une chance. Une chance? Les mots sont sortis plus froids que je ne l'avais prévu. Comme la chance que tu m'as donnée 24 heures après la mort de ma femme, quand tu as mis ma vie dans des boîtes sur la pelouse? Nous sommes une famille. Non. J'ai reculé d'un pas, nous étions une famille. Tu as mis fin à ça. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Morrison a marché à mes côtés. Le chèque de dédommagement sera traité dans les 10 jours, a-t-il dit. L'expulsion est exécutoire immédiatement. Nous avons quitté le palais de justice ensemble, nous sommes restés un moment dans le parking, sans parler. Félicitations, Monsieur Davis. Merci. Je suis retourné au motel, je me suis assis sur le lit, j'ai tenu l'ordonnance du tribunal qui prouvait que la maison était à moi. La villa était à moi. Tout était à moi. La victoire avait un goût de vide. Non pas que je regrettais de m'être battu. Ce n'était pas le cas. Mais parce que gagner signifiait accepter que ma fille avait choisi la cupidité plutôt que la famille, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Tu le regretteras. Je savais que c'était Michael. Je l'ai transféré à Morrison, puis à la police de Scottsdale. J'ai fait un autre rapport. 72 heures. Dans 72 heures, je pourrais rentrer chez moi. Mais la maison n'était plus la même. Ne pouvait plus l'être. Pas après tout ce qui s'était passé. Pas après ce que ma fille était devenue. Je me suis allongé sur le lit du motel, l'ordonnance du tribunal toujours dans les mains, et j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à 40 ans de mariage, 3 mois de sans-abrisme, un matin de justification légale, et je me suis demandé si la justice était censée avoir ce goût de vide. La date limite était le 28 mai à 17 h. Je suis arrivé à ma maison, à 17h15, ne leur donnant aucune excuse pour prétendre que je forçais une expulsion anticipée. Morrison est venu avec moi, ainsi qu'un adjoint du shérif pour assurer une transition pacifique. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, la maison était vide. Pas vide de meubles. Cela était à moi et restait. Vide d'eux. Leurs vêtements partis, leurs objets personnels enlevés. Les photographies qu'Hortense avait accrochées au mur. Des photos de sa famille, de ses réalisations, de sa vie. Toutes enlevées. Seuls les trous de clous restaient. Dans la cuisine, une seule note sur le comptoir. 2 mots de l'écriture d'Hortense. Nous sommes partis. L'adjoint a traversé les pièces avec moi. A vérifié les dégâts. N'en a trouvé aucun. Ils avaient suivi l'ordonnance du tribunal à la lettre, laissé ma propriété intacte, enlevé seulement ce qui était à eux. On dirait qu'ils ont fait place nette, a dit l'adjoint. Vous avez besoin que je reste pendant que vous regardez? Non, merci. Ça ira. Il est parti. Morrison est resté quelques minutes de plus, s'est assuré que j'étais installé. Puis il est parti aussi. Et je suis resté dans mon salon, dans ma maison, légalement mienne, légitimement mienne, et je n'ai absolument rien ressenti. Ni triomphe, ni satisfaction, juste du vide. J'ai traversé les pièces. La chambre principale, le lit que nous avions acheté il y a 40 ans, toujours là. La chambre d'amis, intacte. Le bureau, mon bureau, mes livres, mes dossiers. La cuisine, les placards encore à moitié pleins de vaisselle que nous avions collectionnés au fil des décennies. La maison était à moi, mais ce n'était plus un foyer. Ne pouvait plus l'être. Trop de choses s'étaient passées. Trop de choses avaient été empoisonnées.
Je me suis tenu près de la cheminée où la photo de ma femme avait été, où elle devrait être. Je n'ai trouvé que de la poussière sur le manteau. J'ai pris ma décision sur le champ. Je vendrai cet endroit, prendrai l'argent, déménagerai définitivement à Paradise Valley, recommencerai à zéro dans la villa que je n'avais même jamais vue, mais que je possédais légalement. Laisser quelqu'un d'autre se créer des souvenirs ici. Les miens étaient ruinés. De retour au motel ce soir-là, j'ai appelé un agent immobilier. Le 2 juin, la maison était en vente. 1,19 million d'euros. Le marché était solide. Plusieurs offres sont arrivées en une semaine. Offre acceptée à 1,21 million d'euros, tout en espèces. Clôture rapide. Le 11 juin, j'étais assis à une table de conférence d'une société de titres, signant des papiers. Une pile de documents transférant 40 ans de ma vie à des étrangers. Signature finale. L'agent des titres m'a remis un chèque de banque. 1 147 328 € après frais. Je l'ai plié, je l'ai mis dans la poche de ma veste, j'ai serré des mains et je suis parti. Pendant ces 2 semaines, Morrison m'a tenu informé de Michael et d'Hortense. La date limite de la dette de Michael est passée le 1er juin. Morrison me l'a dit au téléphone, les investisseurs ont intenté un procès le 2 juin. Le 5 juin, il a déclaré faillite. Chapitre 7. Liquidation complète. Tout. Et sa licence immobilière a été suspendue en raison des allégations de fraude. Sa carrière est terminée. Et la restitution qu'il me doit. Vous obtiendrez des centimes sur l'euro, si vous obtenez quelque chose. La faillite efface la plupart des dettes. Je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai juste besoin de justice. Morrison a fourni d'autres mises à jour. Hortense et Michael louaient un 2 pièces dans un quartier à faible revenu de Mesa. 1100 € par mois. Hortense travaillait comme caissière dans une épicerie. Michael, incapable de travailler dans l'immobilier, avait pris un emploi dans un entrepôt. Leur revenu combiné couvrait à peine le loyer et les obligations de dette restantes de Michael. La vie qu'ils avaient tenté de voler avait conduit à leur ruine financière complète. J'aurais dû me sentir satisfait, justifié. Au lieu de ça, je me sentais fatigué. Le 20 juin, un courriel est arrivé d'Hortense. Sujet, je suis désolé. Je l'ai ouvert dans ma chambre de motel, je l'ai lu assis au petit bureau près de la fenêtre. Papa, je n'attends pas de pardon. J'étais consumé par la cupidité et le ressentiment. Maman a vu qui j'étais vraiment. Je suis désolé de lui avoir donné raison. Michael et moi avons tout perdu. Nous vivons dans un tout petit appartement. Je travaille dans le commerce de détail. C'est ce que nous méritons. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je l'ai lu 3 fois. J'ai ressenti une pitié inattendue mêlée d'amertume. Désolé, ne reconstruisez pas la confiance. Désolé, n'annulez pas le fait de m'avoir mis à la porte le lendemain de la mort de ma femme. Mais peut-être que, désolé, était un début. Peut-être un jour. J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Je l'ai rouvert 1 heure plus tard. J'ai relu le courriel. Je n'ai toujours pas répondu. Je l'ai marqué comme lu. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception sans réponse. Le 25 juin, je suis allé à Paradise Valley, à la villa dont j'avais hérité mais que je n'avais jamais visitée. L'adresse sur l'acte. 8 millions d'euros de propriété que ma femme m'avait laissée. Le portail s'est ouvert avec le code de l'enveloppe. Une longue allée à travers un paysage désertique. Et puis la maison est apparue. Pas une maison, un domaine. Adobe et vert et vue sur la montagne. Les couleurs du coucher de soleil se reflétaient sur les fenêtres du sol au plafond. Une piscine à l'arrière. Une maison d'amis au-delà. Tout était impeccable, entretenu par des professionnels, en attente. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec la clé que ma femme m'avait laissée et je suis entré. L'air était frais, climatisé, les meubles recouverts de housses de protection. Mais en dessous, de la qualité, du goût, de la beauté. Le dernier cadeau de ma femme. Pas seulement de l'argent, mais un sanctuaire. J'ai traversé des pièces dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je me suis retrouvé dans la chambre principale, debout devant les fenêtres donnant sur la vallée. Scottsdale s'étendait en dessous comme une constellation de lumière alors que le crépuscule tombait.
Ça pourrait être un foyer. Ça pourrait. Si je le laissais faire. J'ai pris ma décision. L'argent de la maison de McCormack Ranch irait dans des investissements. Cette villa deviendrait ma résidence. Un nouveau départ, un nouveau chapitre. Une vie reconstruite sur les ruines que ma fille avait créées. Le 4 juillet, j'ai emménagé définitivement. J'ai laissé le motel derrière moi, j'ai apporté mes 3 boîtes d'affaires dans 750 mètres carrés d'espace. Elles avaient l'air ridicules, insignifiantes, mais elles étaient à moi, et c'était suffisant pour commencer. La villa est devenue un foyer lentement. J'ai acheté de nouveaux vêtements pour remplacer ce que j'avais perdu. J'ai engagé quelqu'un pour m'aider à apprendre les systèmes, l'entretien de la piscine, la sécurité, la technologie domotique que ma femme avait installée. J'ai déballé les boîtes dont j'avais vécu pendant 4 mois. J'ai trouvé quelque chose d'inattendu dans la 3e boîte. Un album photo dont j'ignorais l'existence. J'ai dû le prendre pendant le chaos de l'expulsion. À l'intérieur, des photos d'Hortense enfant. 5 ans, un sourire édenté, me tenant la main aux os. 10 ans, m'aidant à peindre la niche en bleu. 16 ans, toque de diplômé de travers, serrant ses 2 parents dans ses bras. 25 ans, le jour de son mariage, avant que Michael ne devienne ce qu'il est devenu. J'ai étudié ses photographies et j'ai essayé de trouver le moment où ça a changé. Le moment où ma fille est devenue quelqu'un qui pouvait expulser son père le lendemain des funérailles de sa mère. Je ne l'ai pas trouvé. Le changement avait été progressif, invisible, comme la rouille qui se forme sous la peinture. Ma femme l'avait vu, avait su, m'en avait protégé. J'ai fermé l'album, je l'ai mis sur une étagère, je ne l'ai pas regardé à nouveau pendant des semaines. Le 1er août, une lettre est arrivée, en recommandé, d'un avocat que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une demande officielle. Hortense voulait me rencontrer en personne. 30 minutes, un lieu neutre, juste une conversation. Pas de demande, pas d'attente, juste une conclusion. La note de l'avocat disait qu'elle avait demandé la permission de me contacter. Disait qu'elle comprendrait si je refusais. Disait qu'elle n'essayait pas de manipuler ou de gagner quoi que ce soit. Voulait juste une conversation. J'ai gardé la lettre pendant 2 jours. J'ai pensé à l'ignorer. J'ai pensé à refuser. J'ai pensé à ma femme et à ce qu'elle aurait voulu. J'ai finalement appelé l'avocat. Une réunion, 30 minutes maximum. Un café à mi-chemin entre Paradise Valley et Mesa. Jeudi à 14 h. Elle y sera. Merci d'avoir réfléchi. J'ai raccroché avant qu'il ne finisse. Jeudi est arrivé, chaud et clair. Je suis allé au café. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai pris une table près du fond, j'ai commandé de l'eau, j'ai attendu. Hortense est entrée à 14 h précises. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, plus âgée que ses 38 ans, portant un uniforme d'épicerie, son badge encore épinglé à sa poitrine. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. Tu as 30 minutes. Utilise-les à bon escient. Elle s'est assise. N'a rien commandé. M'a juste regardé avec des yeux qui contenaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Un remords sincère. Je ne mérite même pas ça. A-t-elle dit doucement. Non, tu ne le mérites pas. Mais j'ai besoin de tourner la page, alors parle. Papa, j'ai été une fille terrible. Je ne t'insulterai pas avec des excuses. Bien, parce que je ne les croirais pas, elle a hoché la tête, a dégluti, a continué. Quand maman était malade, je ne lui ai pas rendu visite autant que j'aurais dû. Je pensais à l'héritage, à ce que j'obtiendrais, pas à la perdre. Juste à l'argent. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Maman a vu qui j'étais vraiment. Elle a essayé de me joindre, a essayé de m'aider à voir ce que je devenais. Je n'ai pas écouté. Je me suis mise en colère à la place. Je lui ai dit qu'elle était injuste, contrôlante. Elle ne l'était pas, je sais. Elle te protégeait de moi. La voix d'Hortense s'est brisée. Elle avait raison de tout te laisser. Je l'aurais gaspillé, j'en aurais demandé plus, je n'aurais jamais été satisfaite. Oui, tu l'aurais fait. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait, ce que je suis devenu, ce que j'ai détruit.
J'ai étudié ma fille, j'ai essayé de voir au-delà du remords pour savoir s'il était sincère ou juste une autre manipulation. Ta mère croyait que les gens pouvaient changer, dis-je finalement. Je veux le croire aussi. Quelque chose comme de l'espoir a vacillé dans ses yeux. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec des mots. Ça prend des années, des actions cohérentes, des preuves. L'espoir s'est estompé. Je ne sais pas si je te ferai à nouveau confiance. Je ne sais pas si je veux essayer. Je comprends. J'espère que oui, parce que c'est tout ce que tu auras. Cette conversation, ce moment. Ensuite, j'avance dans ma vie. Le silence s'est étiré entre nous. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai regardé ma fille et j'ai vu une étrangère. Puis-je, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, a réessayé. Puis-je t'appeler un jour, dans des années? Peut-être si j'ai vraiment changé. Je ne sais pas. Peut-être. Comment sauras-tu si j'ai changé si nous ne nous parlons pas? Je me suis levé, j'ai pris mes clés. C'est ton problème à résoudre, pas le mien. Papa. Au revoir, Hortense. Je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière, je suis monté dans ma voiture et je suis allé à Paradise Valley, à la villa, à la vie que je construisais sur les ruines. Le 31 août, mon 68e anniversaire. Je l'ai passé seul sur la terrasse surplombant la vallée. Pas de gâteau, pas de célébration. Juste moi et un verre du vin préféré de ma femme. J'en avais trouvé une caisse dans la cave à vin de la villa. Le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose. La ville en contrebas commençait à s'illuminer à la tombée de la nuit. Beau, paisible, solitaire. J'ai pensé à l'année écoulée. La mort de ma femme. La trahison de ma fille. La bataille juridique. La victoire, le coup. La justice obtenue, mais la famille détruite. La richesse découverte, mais la solitude embrassée. La victoire remportée, mais les relations perdues à jamais. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai levé mon verre à l'air vide à côté de moi. Qu'en penses-tu, Margaret? Ai-je fait ce qu'il fallait? Aucune réponse n'est venue. Juste le vent, le trafic lointain et les premières étoiles qui apparaissaient. Mais j'ai ressenti la paix. Une paix réelle. Pas le bonheur. C'était trop simple, trop facile. Mais l'acceptation, la compréhension. La connaissance que je m'étais défendu, que je m'étais battu pour ce qui était à moi, que j'avais refusé d'être une victime. Ma femme m'avait laissé les ressources pour me battre. J'avais choisi de les utiliser pour la justice, pas pour la vengeance. La différence comptait. Le soleil a disparu dans les montagnes, emportant avec lui la dernière lumière de ma 68e année. Demain apporterait la 69e. Plus de levers de soleil, plus de couchers de soleil. Une vie reconstruite non pas sur ce que j'avais perdu, mais sur ce qui restait. Ma dignité, mon indépendance, ma paix. Alors que l'obscurité s'installait sur la vallée, je suis rentré. Demain était un autre jour, et je l'affronterai selon mes propres termes. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche.